B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch. Bonjour Yves Boukman, bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric. Voici 2 ans que vous présidez la Fédération de l'industrie horlogère suisse. C'est son grand nom, on l'appelle aussi Fédération horlogère. 2 ans, donc c'est l'occasion de tirer un premier bilan de votre action au sein d'une institution que vous connaissez bien, puisque vous y êtes entré il y a 20 ans. 20 ans aussi de transformation de cette industrie iconique de la Suisse, mais qui navigue sur un long fleuve pas toujours tranquille, à l'instar des droits de douane américains ou la conséquence des tensions provoquées plus récemment par la guerre au Moyen-Orient. Avant de parler de tout cela, de mieux aussi cerner le travail que fait la Fédération, on va faire connaissance avec notre invité, c'est la partie portrait. Yves Boukman, vous avez un petit peu plus de 50 ans, dont les 20 dernières passées au service de la Fédération horlogère. Vous y êtes entré donc en 2006 comme responsable juridique à l'époque. Vous saviez que c'était fait pour durer ? Non, je m'attendais pas à 20 ans de carrière, 20 ans de carrière dans l'industrie horlogère suisse. Mais je pense que le virus de l'horlogerie suisse, des montres suisses, je l'avais déjà en moi. Et puis finalement, il s'est révélé lors de mon entrée à l'FH. Et cette entrée s'est faite comment ? Vous vous souvenez des circonstances par lesquelles vous êtes arrivé à la Fédération ? Oui, bien sûr. J'avais travaillé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, donc je m'occupais des marques, des brevets, des designs. Après 5 ans, j'avais vu une annonce pour un responsable juridique à la Fédération horlogère. J'ai postulé et j'ai eu la chance. Ils m'ont accepté, ils m'ont pris. Et depuis, ça me fait vraiment plaisir de travailler pour cette industrie qui est une industrie passionnante. C'est, je dirais, la seule vraie, véritable industrie de luxe ou de produits premium en Suisse. Il y a les salons, les produits qui sont magnifiques, un Swiss Made qui fait rayonner les produits dans le monde entier. Donc, j'ai attrapé le virus et je me réjouis tous les jours d'aller au travail. Et voilà, aujourd'hui, à l'époque, est-ce que c'était Jean-Daniel Page qui était président pendant plus de 20 ans, qui vous avait auditionné ? Oui, effectivement, c'était Jean-Daniel Page. Ouais. Ça vous a fait quoi de lui succéder il y a 2 ans ? C'était quelque chose qui vous a proposé, vous a proposé ce poste, il est venu vers vous pour dire il fallait qu'il prenne un peu sa retraite. Il a été vraiment une figure emblématique de la Fédération pendant de nombreuses années. Mais ça s'est fait comment ? Alors, ils avaient mis le poste au concours. J'avais postulé parce qu'effectivement, le poste, le défi m'intéressait. J'ai eu la chance. J'ai été sélectionné pour reprendre ce poste. Jean-Daniel, il avait effectivement énormément d'expérience et c'était un grand défi de lui succéder. Vous étiez donc à la responsabilité juridique, on revient à toutes les dimensions de propriété intellectuelle que vous avez évoquées. Est-ce qu'il n'y a jamais eu la tentation d'aller travailler pour une marque ? On a vu par exemple récemment Rolex qui a recruté un juriste de grand nom, Alexandre Troller à Genève, pour créer sa propre entité juridique. Est-ce que des marques vous ont approché pour faire la même chose ? Non, j'ai pas été approché par les marques. Et je dois dire, je m'y trouve. À la Fédération horlogère, c'est vraiment j'ai toujours eu un sens pour la diplomatie, pour les discussions entre les marques. Et puis, il faut aussi avoir un esprit, je dirais, fédérateur. À l'FH, c'est très important. On travaille sur des sujets fédérateurs. Vous parlez d'être diplomate. C'est 35 personnes employées à la Fédération horlogère. Vous avez quel type de management ? J'ai un management par objectif, donc je fixe des objectifs, mais je peux aussi compter sur une équipe très performante, des gens qui sont non seulement très doués, mais aussi très expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine. Donc on fixe ensemble les objectifs, ensemble aussi avec nos membres, et puis ensuite on les atteint ensemble en tant qu'équipe. Ça, c'est une chose qui a changé avec votre arrivée par rapport à l'ère de Jean-Daniel Page ?
Non, je dirais pas que ça a fondamentalement changé, mais c'est important pour moi d'avoir une équipe, d'être entouré par une bonne équipe, de fixer les objectifs ensemble et de les atteindre en tant qu'équipe. Je veux dire qu'auparavant, il n'y avait pas forcément des objectifs aussi précis qui étaient fixés? Si, il y avait aussi des objectifs qui ont été fixés, mais après, on se modernise à l'instar aussi de notre industrie, hein. On se modernise au niveau de la communication, donc il y a aussi des choses qui changent, mais c'est tout naturel, je dirais. On reviendra tout à l'heure sur le travail de la fédération dans la partie entreprise, mais restons sur l'horlogerie elle-même, sur les garde-temps, les montres. Quel est votre rapport aux montres? Combien de temps vous vous intéressez à cette industrie? Je n'ai pas toujours été prédestiné à une carrière dans l'horlogerie, je dirais. C'est surtout mon épouse qui est neuchâteloise qui m'a quelque part transmis aussi le virus des montres suisses. La montre, c'est un objet extraordinaire. C'est un objet moderne, mais aussi traditionnel. Surtout aussi la montre suisse, avec un Swiss Made qui est né au XVIe siècle. Il y a une très, très belle histoire de notre industrie. Et vous savez peut-être que d'après une étude qui a été réalisée par l'Université de Saint-Gall, les consommateurs au Japon, en Chine, en Corée du Sud sont prêts à payer le double du prix pour une montre qui est estampillée Swiss Made. Et ça, c'est un héritage extraordinaire, c'est un gage de qualité et ça fait que la montre suisse elle rayonne dans le monde entier. Vous-même, vous en possédez combien? J'en possède une dizaine, je dirais. Il y a 20 ans, quand vous êtes arrivé à la fédération, vous en aviez combien? Peut-être 3. Et en fabriquer une un jour, ça vous tenterait de passer un peu de l'autre côté de ce miroir, d'être vraiment horloger, vraiment vous-même? Alors la technique et la technologie, ça m'intéresse, ça me passionne effectivement, mais je crois que je suis trop vieux, donc j'ai loupé ma carrière d'horloger. Ça sera pour une autre vie, je pense. C'est pas ça, juste passer 50 ans, je peux vous dire qu'on est encore très jeune. C'est toujours relatif, c'est vrai. C'est une industrie donc, on va le voir tout à l'heure, soumise à pas mal de tensions. Pour évacuer ou gérer cette tension, il faut trouver moyen de se ressourcer. Vous, quelle est votre clé de dirigeant pour trouver l'énergie chaque matin de vous lever? J'ai lu que vous appréciez le football, vous êtes un fan des Young Boys de Berne. Je crois que vous êtes aussi amateur de vin. C'est deux activités qui vous permettent de vous ressourcer? Oui, j'ai beaucoup de hobbies. J'aime bien le sport. Je devrais en faire un petit peu plus. J'essaie d'éviter les ascenseurs, les escaliers roulants, au risque de devenir un peu un sportif passif, mais j'adore aussi assister aux matchs de foot, aux matchs de hockey. Je prends mon vélo. J'avoue, c'est un vélo électrique pour descendre à la FH. Pour remonter ensuite chez moi à la maison. Avec le dénivelé. Oui, le dénivelé est important, effectivement. Donc, il faut un vélo électrique pour le faire. Hein. J'ai aussi repris le badminton avec mon fils dernièrement. Donc, j'essaie vraiment de me ressourcer, d'avoir aussi un peu d'autres activités autres que professionnelles. Et ça a changé depuis que vous avez pris la direction? Il y a eu quelque chose qui les rend plus nécessaires qu'avant, ces activités? Non, j'ai toujours bien aimé le sport. Non, c'est pas réellement nouveau. Très bien. Merci Yves Bugman. Enfin, c'était là. Je dis Bugman, on devrait dire Bugman d'ailleurs. C'est égal. C'est à la manière romande. On va passer maintenant à la partie entreprise et comprendre mieux ce que fait la Fédération horlogère. Yves Bugman, commençons par dresser le portrait de la Fédération horlogère. Ses racines remontent à il y a quelques 150 ans, en 1876 exactement. De l'histoire plus récente, la fédération est née d'une fusion en 1982 entre la Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie et de la Chambre suisse de l'horlogerie. D'après votre dernier rapport annuel disponible, celui de 2024, la fédération compte 432 sociétés, associations et institutions actives dans l'horlogerie. C'est à peu près 90% des fabricants de l'horlogerie suisse. Ça, c'est un chiffre qui est stable au fil des années? C'est un chiffre qui est relativement stable malgré les temps mouvementés que nous devons affronter actuellement, mais le chiffre reste très stable, effectivement. Les principales missions, je vais les résumer: défendre les intérêts de la branche, évidemment, et fournir des services à vos membres,
protéger le Swiss Made et lutter contre les contrefaçons. Et puis aussi, ça intéresse aussi beaucoup les journalistes, produire des statistiques qui sont scrutées chaque mois, les statistiques d'exportation qui donnent un peu le pouls de la branche. Laquelle de ces activités vous occupe le plus en ce moment ? Alors, ce qui nous occupe le plus, je dirais, ce sont les dossiers d'accès au marché. Le contexte est bien évidemment très volatile, avec la problématique des droits de douane aux États-Unis, avec une reprise lente en Chine, avec la nouvelle crise au Moyen-Orient. Donc, il faut se diversifier, c'est important pour l'horlogerie. Il faut ouvrir d'autres marchés, comme par exemple l'Inde, les pays du Mercosur. Un accord de libre-échange avec Exactement, un accord de libre-échange intéressant parce qu'il éliminera complètement les droits de douane qui sont actuellement à 20% pour les produits horlogers. On a aussi obtenu une amélioration des droits de la protection des droits de propriété intellectuelle, du Swiss Made. Ce sont donc des dossiers très importants qui nous occupent. Et un accord de libre-échange comme celui-ci, ça veut dire que vous-même, vous vous impliquez dans les négociations à un moment ou à un autre ? Oui, on intervient nous-mêmes. On est l'interlocuteur principal du SECO pour ce genre d'accord et on défend les intérêts de notre industrie dans ce cadre-là. Ça a été simple d'obtenir l'élimination de ces droits de douane avec l'Inde qui est présenté souvent comme le prochain grand marché après celui qu'a été la Chine pendant les 15 dernières années. Ça n'a pas été simple. En même temps, il faut dire que l'Inde n'a pas une industrie horlogère très importante. Donc, pour nous, c'était peut-être plus facile que pour l'industrie pharmaceutique qui a des problématiques, des problèmes au niveau de la protection des brevets. Il y a beaucoup de génériques qui sont fabriqués, de médicaments génériques fabriqués en Inde, alors qu'il n'y a pas peu de montres fabriquées en Inde. Il y en a, mais très peu. Et c'est surtout dans les produits d'entrée de gamme, ce qui n'est pas forcément le cas de notre industrie. L'accès au marché est vraiment important, mais ça veut dire que par rapport à il y a 20 ans, peut-être quand vous avez rejoint la FH, si vous vous en souvenez, quel était l'enjeu à l'époque ? Il y a eu beaucoup de discussions autour du Swiss Made, par exemple. Il y avait le Swiss Made, la révision de l'ordonnance Swiss Made, ça c'était un des grands dossiers du moment. Ensuite, la propriété intellectuelle, la lutte contre la contrefaçon. On s'occupe aussi de la normalisation, donc créer des normes techniques pour l'industrie horlogère suisse. Mais à aussi... l'époque, l'accès au marché, c'était moins un problème qu'aujourd'hui. Alors l'accès au marché, on voit clairement qu'il y a une tendance au protectionnisme, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l'Union européenne. Buy European, c'est le slogan du moment. Donc, en tant qu'industrie exportatrice, on exporte 95% de notre production. Nous devons avoir accès à ces marchés et c'est un des grands défis du moment. C'est vrai. Buy European, vous évoquez ce terme. On a vu au tout début de l'année une inquiétude avec l'Italie qui a accordé un avantage fiscal à ces entreprises dès l'instant qu'elles achetaient ou se fournissaient auprès d'entreprises européennes. Alors, l'industrie suisse était a priori pénalisée par cette décision. Il y a eu des discussions pour que ça s'améliore. Là, ça vous a fait souci, vous aussi, dans l'horlogerie, cette disposition ? Concrètement, celle-ci, non, ça ne nous a pas fait souci parce qu'elle concernait surtout les machines, mais ça montre clairement une tendance. Ça peut nous arriver aussi avec nos produits. C'est donc important d'avoir des relations stables aussi avec l'Union européenne. On y reviendra sûrement dans un instant, mais restons encore quelques moments sur la fédération elle-même. Je l'ai évoqué tout à l'heure, 35 personnes. Et c'est quel budget à peu près ça tourne autour d'une douzaine de millions. Et qui vient d'où ? On peut imaginer que c'est les cotisations des membres. C'est la principale source de revenus ? C'est la principale source de revenus, effectivement, les cotisations de nos membres. C'est des cotisations qui sont faites sur la base d'un montant forfaitaire, c'est le même pour tout le monde, ou bien ça dépend du chiffre d'affaires ou du nombre de montres produites? C'est une formule qui, pour simplifier, on peut dire c'est effectivement le chiffre d'affaires qui est déterminant pour les cotisations. Et c'est un budget qui évolue comment au fil des années? Il est relativement stable, ce budget. Il a légèrement augmenté ces dernières années, mais il reste quand même relativement stable. Il a un petit peu augmenté parce qu'il y a des besoins nouveaux vous évoquez les accès au marché, ça nécessite des ressources supplémentaires? Ça nécessite aussi des ressources supplémentaires, par exemple au niveau de la lutte anti-contrefaçon, mais ce sont des activités qui sont financées à part par les membres qui ont vraiment recours à ces prestations. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a en fait deux modes de financement, les cotisations classiques, et puis si on prend les services, on utilise les services de la fédération,
on les paye et donc c'est aussi une source de revenu pour vous? C'est aussi une source de revenus. Ensuite, on doit couvrir nos coûts. Donc, on ne fait pas de bénéfices avec ces opérations, mais bien évidemment, il faut couvrir ses coûts. Ouais. De manière générale, le budget est équilibré. Le budget est équilibré, ouais, effectivement. En 2023, le journal Le Temps écrivait qu'un rapprochement entre la FH et la Convention patronale horlogère, c'est l'autre fêtière, était en cours, était en discussion. Est-ce que ça a abouti ou où est-ce que vous en êtes? Ça n'a pas encore abouti. Les discussions continuent. Le projet, il est toujours d'actualité, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. J'espère avoir bouclé ça en combien de temps? Peut-être d'ici 2 ans. Vous évoquez la situation délicate au Moyen-Orient tout à l'heure. Si je reviens au niveau des effectifs et de la conjoncture en général dans votre industrie, à la fin de l'an passé, la Convention patronale précisément notait que les effectifs dans l'industrie horlogère enregistraient leur première baisse depuis la période post-Covid. Comment se présente 2026 ? N'est-ce pas, on pensait être sur des montagnes russes en 2025, mais on se rend compte que finalement, on n'était peut-être que sur le petit carrousel d'antan. C'est vrai, le contexte est extrêmement complexe, compliqué aussi, surtout pour la sous-traitance. Les sociétés issues de la sous-traitance recourent au RHT, en tout cas. Oui, tout à fait. Ça nécessite vraiment beaucoup de flexibilité de la part des entreprises, une très grande résilience aussi de leur part. La problématique des droits de douane, elle est toujours pas réglée. On est de nouveau à 15%, 10% plus MFN, donc la nation la plus favorisée, qui est en moyenne entre 4 et 5%. Il y a une évolution légèrement positif, mais assez lente en Chine, et maintenant avec la crise au Moyen-Orient, c'est aussi un événement qui nous pénalise. Vous évoquez les droits de douane, mais tout à l'heure, vous avez cité une étude de la Haute École de Saint-Gall, effectivement, qui avait marqué les esprits, où au Japon, on était prêt à payer le double du prix pour une montre Swiss-made. On pourrait se dire, voilà, c'est typique d'un bien de luxe, et donc si on impose un droit de douane de 15%, ça ne va rien changer. Il n'y aura pas d'effet sur la demande. Mais ce que vous me dites, c'est pas tout à fait ça. Alors, on pourrait croire que ça n'a pas d'effet. Puis si vous regardez les statistiques d'exportation, le marché est resté relativement stable en 2025. On a perdu moins 0,5% aux États-Unis l'année passée. En même temps, vous avez eu des fluctuations énormes. Donc, d'abord, un taux de droit de douane annoncé de 31%. Après, on est redescendu à 10%. Après, on a eu à partir du 1er août 2025, 39. Après, avec la déclaration d'intention, de nouveau 15. Maintenant, de nouveau entre 14 et 15, mais c'est limité dans le temps à 150 jours. Donc, c'est cette instabilité, cette insécurité qui nous pénalise. Comment vous voulez faire une politique de prix crédible vis-à-vis du consommateur? Vous baissez les prix, vous augmentez les prix. Donc, c'est cette insécurité qui pénalise beaucoup nos marques. Et quel segment de l'industrie souffre le plus de cette situation? Je pense qu'il y a tous les segments qui sont concernés. C'est clair, comme vous l'avez dit, la résilience dans le très haut de gamme est peut-être meilleure que celle dans l'entrée de gamme. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment tous les segments qui souffrent de cette volatilité. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la crainte des sous-traitants. Récemment, on a vu des exemples de recomposition du tissu industriel. Rolex donne l'exemple depuis longtemps, mais on contribue à cette concentration verticale. On a vu que Audemars Piguet au Brassus a réuni aussi beaucoup d'activités qui étaient avant éparpillées dans un seul et même lieu. Hublot à Lyon construit un nouveau bâtiment là aussi pour se renforcer. Ça inquiète les sous-traitants. Est-ce que là, on peut, avec le recul que vous avez à la fédération, vous voyez qu'effectivement la sous-traitance se fait moins qu'à une certaine époque et que les groupes, les grandes marques ont tendance à intégrer verticalement toutes les étapes de la production d'une montre? Alors, c'est une évolution qui existe déjà depuis plusieurs années. En même temps, il faut aussi dire que la sous-traitance elle a évolué de manière
positif ces dernières années jusqu'en 2023, 2024. Donc la sous-traitance, elle est principalement concernée par les difficultés économiques du moment. Quelle est la lumière positive, c'est-à-dire que ça se développait Ça se développait effectivement en 2023-2024, ça se développait au niveau des emplois qui ont été créés. Mais il y a bien évidemment aussi eu une tendance à la baisse au niveau des volumes. Donc on exporte de moins en moins de pièces. Et ça, c'est une évolution qui existe déjà depuis une quinzaine d'années. Mais en valeur? En valeur, ça augmente. Plus, hein. En valeur, ça augmente. Et aussi en termes d'emploi, si on regarde sur 10-15 ans. Ça veut dire que même si on est plus sur du plus haut de gamme, donc a priori des quantités moindres, ça n'a pas forcément un effet négatif sur l'emploi. Je pense qu'il n'y a pas une corrélation directe. Alors indirectement peut-être oui, mais c'est pas une fatalité que le fait de produire moins de montres ne veut pas forcément dire que l'emploi baisse en même temps. Ça veut dire donc toujours un besoin d'accéder à la main-d'œuvre. Ça me permet d'aller sur deux sujets politiques qui vont venir ces prochains mois. Il y a d'abord une initiative qui souhaite plafonner la Suisse à 10 millions d'habitants. Puis l'an prochain, 2027, voire 2028, le peuple votera sur les bilatérales 3. La fédération s'engage politiquement activement dans ce genre de campagne ou elle va rester plutôt passive? Je sais que vous êtes aussi membre d'Économie Suisse, mais en tant que fédération horlogère, vous allez vous impliquer? La FH s'implique si le dossier la concerne directement ou si le dossier est particulièrement important. Concernant les bilatérales 3, on en a effectivement discuté avec nos membres. La FH est en faveur des bilatérales 3, notamment pour 3 raisons. La libre circulation des personnes, elle est importante pour nous. L'accord sur l'énergie est important. L'accès sûr à des prix compétitifs est d'une certaine importance aussi pour la branche. Et l'accès aux programmes scientifiques de l'Union européenne est aussi d'ordre stratégique pour nos membres. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats parmi vos membres ou la ligne politique a été assez rapidement dégagée? Non, c'était à l'unanimité. D'accord. Ouais. Un sujet qui fait peut-être aussi l'unanimité, c'est le franc qui est fort. On enregistre cette émission quelques jours avant que la Banque nationale ne donne sa décision du mois de mars, mais le franc est certes toujours très très fort par rapport à l'euro. Il a un petit peu faibli face au dollar ces derniers jours. Vous n'avez pas évoqué ça jusqu'à présent comme difficulté qu'affronte l'industrie horlogère suisse. Ça ne l'est plus? Si, c'est une difficulté majeure, je dirais, mais il y en a d'autres, comme le prix des métaux précieux, le prix de l'or, par exemple. Mais le franc fort, ça reste une préoccupation majeure pour nous. Ça pénalise l'industrie d'exportation, ça réduit les marges des entreprises. Vous trouvez que la BNS ne fait pas assez? Je pense que la BNS devrait prendre en compte aussi les besoins de l'industrie d'exportation. Alors, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui font que elle doit prendre en considération d'autres facteurs également. La BNS, en même temps, 1 franc sur 2 est gagné à l'étranger. Et puis, l'industrie d'exportation, elle est importante pour notre pays, elle est importante pour la prospérité de notre pays. Donc, il faut la prendre en considération. On verra si elle vous a entendu. Terminons par un retour à la crise qui secoue le Moyen-Orient aujourd'hui. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi bénéficier, sans Schadenfreude, mais tout de même à l'industrie horlogère suisse? On avait vu récemment, par exemple, à Dubaï, la Dubai Watch Week, prendre un essor vraiment important, plus de 90 exposants. Tous les grands noms de l'horlogerie étaient là-bas. Peut-être que ça faisait de l'ombre au Geneva Watch Days ou bientôt au mois d'avril Watches and Wonders. Vous pensez que ça, en termes de marché, ça pourrait faire revenir des clients en Suisse, pas forcément juste déstabiliser la région? Non, je pense que c'est vraiment un événement majeur qui nous pénalise pour 3 raisons. D'une part, le Moyen-Orient représente environ 10% de nos exportations. Les Émirats arabes unis, c'est le 7e marché au niveau mondial. Deuxièmement, le tourisme, c'est un facteur important pour nous aussi dans cette région. Dubaï, c'est vraiment une plateforme pour les déplacements aussi en direction de l'Asie. Le tourisme qui est presque à l'arrêt, avec des milliers de vols supprimés. Et puis c'est aussi, je dirais,
au niveau du mood des consommateurs, la confiance des consommateurs, mais là je parle presque au niveau mondial. Donc, indirect sur le Japon, les États-Unis, un l'Europe. effet indirect partout dans le monde. Donc ces tensions géopolitiques, géostratégiques, c'est jamais bon pour un secteur comme le nôtre. C'est un poison pour notre industrie. Il faut que les consommateurs soient confiants pour qu'ils puissent acheter une montre suisse. Donc pour les dépenses discrétionnaires, c'est important que les consommateurs soient vraiment qu'ils veuillent se faire plaisir. Et à cet égard aussi, je dirais que cette nouvelle crise, elle nous pénalise. Vous avez évidemment aucune prise sur ce qui se passe vous-même au Moyen-Orient. Pour terminer, est-ce que ça va vous inciter à redoubler d'efforts? Je sais que vous en avez fait plusieurs l'an dernier en Chine, par exemple, pour toujours promouvoir les montres là-bas où le marché est aussi difficile en raison d'un autre problème, c'est la conjoncture générale. Ça reste un marché prioritaire pour la fédération? La Chine? Oui, effectivement, la Chine, ça reste un marché important. Chine et Hong Kong, il y a la modernisation de l'accord de libre-échange qui est actuellement en cours entre la Suisse et la Chine. Vous espérez un avantage particulier précis pour l'industrie horlogère? Oui, tout à fait. Il y a toujours des droits de douane résiduels sur quasiment toutes les positions tarifaires horlogères, donc on aimerait les éliminer complètement. À quel niveau à peu près? C'est de l'ordre, c'est des petits pourcentages, mais ça fait quand même environ 100 millions de francs suisses par année, donc c'est pas négligeable, et puis c'est quelque chose qu'on aimerait éliminer complètement. Avoir aussi peut-être amélioré la lutte contre la contrefaçon en Chine, donc il y a effectivement plusieurs objectifs stratégiques qui concernent la Chine. Très bien, on verra si cet accord aboutit cette année ou la suivante. Merci beaucoup Yves Bookman d'être venu dans B2B. Avant de vous laisser, bien sûr, il faudra répondre au questionnaire de Proust. La sincérité, leur humour. Je suis impatient. Albert Einstein. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch